Alors, bonjour ou rebonjour. Bienvenue au dernier webinaire de Données de Recherche Canada, intitulé « Élaboration d'une norme de la classification de la recherche commune ». Mon nom, c'est Hervé Guy de Canary, mais mon rôle, c'est de vous présenter notre conférencière d'aujourd'hui. Mais tout d'abord, je dois vous donner quelques petits points de logistique. Vous pourrez poser des questions à tout moment lors de ce webinaire en utilisant la fonction Q&R, questions-réponses, de l'application de la vidéoconférence Zoom. Nous vous demandons d'utiliser cette fonction à la place ou au lieu de l'espace chat pour faciliter le traitement des questions. Les questions seront mises en attente et répondues à la fin de la présentation. Les webinaires sont enregistrés et seront disponibles via le lien d'archivage de la page du webinaire DRC peu après ce webinaire. Le webinaire de cette semaine se déroula en français et en anglais. Les enregistrements et les diapositives connexes seront disponibles sur le site du DRC. Donc, notre conférencière aujourd'hui invitée est Ariane Legendre, analyste principale de données du Conseil de recherche en sciences humaines du Canada. Ariane décrira les efforts déployés récemment pour établir une classification normalisée de la recherche, ce qui facilitera la création d'un écosystème de recherche plus cohérent, collaboratif et interopérable au Canada. Alors donc, Ariane, c'est à toi la parole. Merci beaucoup et merci à Données de Recherche du Canada pour m'accueillir aujourd'hui, pour que je puisse vous présenter ce beau projet. Puis je dis ce beau projet parce que, premièrement, moi, je trouve que ça, c'est un projet qui va vraiment améliorer la situation des données quand on parle des disciplines puis des domaines de recherche au Canada, mais aussi, c'est un beau projet qui parle des collaborations entre les organismes subventionnaires fédéraux à la recherche et avec Statistique Canada. Alors, de quoi qu'on parle ici quand on parle de la classification de recherche? Pour ceux, sûrement que vous le savez tous, mais quand un chercheur applique à un des organismes fédéraux de subvention de la recherche, on leur demande d'identifier dans quel domaine le domaine de recherche qui décrit le mieux leur expertise et de décrire le domaine de recherche qui décrit le mieux le projet pour lequel ils demandent la subvention. Avec ces données-là, ce qu'on fait, c'est que ça facilite le processus de révision avec le jumelage avec les pairs, mais aussi, c'est qu'on fait le rapport des activités et des investissements en recherche par domaine de recherche au niveau de l'organisme, mais aussi après au niveau national et international. La situation en ce moment au Canada est que chaque agence ou organisme de subvention fédérale utilise une classification de la recherche différente. Et dans certains cas, on utilise plus qu'une classification dans le même organisme. Non seulement qu'on utilise des différentes classifications, mais souvent, on va classifier des différentes dimensions en utilisant les mêmes terminologies ou on utilise la même terminologie pour décrire différentes dimensions. Et puis, quand on ajoute là-dedans, les organismes provinciales de financement, les universités, ça fait qu'il y a beaucoup de différents termes ça peut être confusant. Et ça rend les choses très difficiles pour comparer des patates avec des patates puis des pommes avec des pommes. Puis l'autre chose aussi que je voudrais ajouter, c'est que en ce moment, toutes ces classifications-là, pas toutes, mais la plupart n'ont pas été mises à jour depuis très, très longtemps. Et aussi, fournissent pas des bonnes définitions. Fait que c'est ça. Fait en reconnaissant ça, les agences, puis ici, je parle de la FCI, les IRSC, le CRSNG et le CRSH, ont commencé à travailler ensemble depuis quelques années sur
ont vu une opportunité, qu'une classification pourrait peut-être leur apporter des opportunités. Alors, ils ont commencé à travailler ensemble pour voir est-ce que c'est faisable d'avoir une classification commune? Est-ce que ça serait quoi les obstacles, les opportunités? Est-ce qu'il y a des best practices? Là, je m'excuse de mon anglais, je ne trouve pas le mot en français. Puis, ce qui nous a été, ou ce qui est ressorti, c'était vraiment que oui, il y aurait une belle opportunité ici, puis que ça pourrait nous aider justement à mieux identifier la recherche émergente et la recherche multidisciplinaire. Puis, comme on sait, bien, on n'est pas très bon à capturer la recherche émergente et la recherche multidisciplinaire. Et non seulement, on nous demande de plus en plus de faire des collaborations en différents secteurs. Fait que ça, avoir une recherche, une classification commune pourrait aider à mieux former ces collaborations-là. Et donc, pour tout ça, bien, c'est sûr qu'il nous faut des meilleures données. Avec des meilleures données, bien, on peut faire des meilleurs programmes et avoir des meilleures solutions. Alors, comme je vous ai dit, une classification commune, bon, on ne va pas la vendre pour plus que c'est. Ça ne va pas vaincre tous les problèmes du monde ici, mais certainement, ça va nous aider à mieux identifier l'expertise des chercheurs et l'expertise ou le domaine de recherche dans lequel la recherche se fait. Ça va aussi mieux nous aider à définir la multidisciplinarité et l'interdisciplinarité. Puis ici, j'aimerais ça aussi dire que ce n'est pas juste l'interdisciplinarité dans un secteur, mais aussi multisectorial. Puis vous pouvez imaginer que pour les chercheurs qui appliquent à plusieurs organismes de subvention, bien, ça peut être un peu confusant ou ça peut porter à confusion les différentes classifications, puis ça augmente de la charge de travail. Fait qu'on espère que ça pourrait juste aller en s'améliorant. Et comme je l'ai mentionné plus tôt, bien, une classification va faire que ça va nous donner les meilleures données pour encore là mieux supporter la communauté de recherche au Canada. Alors, quand le travail que j'ai mentionné auparavant, qu'on avait fait des études est-ce que c'était faisable, les obstacles, puis les opportunités qu'on pourrait avoir. Ce qui est sorti très fort, c'est que on ne devrait pas commencer de nouveau, puis on devrait s'harmoniser avec des standards internationaux le plus possible. Alors, ça a été décidé que la nouvelle norme qu'on va développer, elle va, en numéro 1, être en harmonie avec les standards internationaux, les normes internationales, dont le manuel de Frascati de l'OCDE qui donne de l'information sur comment mieux rapporter, collecter et rapporter sur la recherche et le développement. Et puis, ça va être fondé sur un modèle de classification déjà établi par l'Australie et la Nouvelle-Zélande, qui était originairement établi sur ou basé sur le modèle de Frascati. Cependant, la classification qu'on va avoir à la fin, elle va mesurer la recherche en 3 dimensions. La première dimension va être va décrire le type d'activité et c'est très, très facile. Il y a 3 choix. Est-ce que c'est de la recherche fondamentale, appliquée ou du développement expérimental? La deuxième dimension va être le domaine de recherche. Puis c'est ici qu'on voit plus les disciplines, ce qu'on connaît comme les disciplines. Puis c'est vraiment la chimie, la sociologie, des choses comme ça. Et puis le troisième, c'est les objectifs socio-économiques qui va classifier la recherche plus selon l'impact que la recherche va avoir. Puis c'est des termes un peu plus larges comme la défense, l'environnement et la santé. Puis les 2 derniers, le domaine de recherche et les objectifs socio-économiques, eux, c'est des classifications qui vont avoir une ordre hiérarchique qui part d'environ une douzaine de termes jusqu'à 1200 termes dans le cas des domaines de recherche. Alors, ça va de très général à très, très spécifique.
pour donner plus d'informations pour pouvoir répondre à différents besoins. Comme je vous ai dit, la classification de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande n'a pas été révisée depuis les 10 dernières années. Alors, pour que notre nouvelle classification non seulement soit à jour et représente la recherche canadienne, on va avoir une série de révisions et de consultations qu'on va faire pour l'adapter pour que ça reflète la recherche d'aujourd'hui. Alors, si c'est quelque chose qui vous intéresse, soyez à l'affût des consultations qui vont venir sûrement à l'automne, qui va être ouvert au grand public. Puis, une chose que j'ai oublié de mentionner, c'est que notre collaboration sur ce projet-là avec Statistique Canada, on est vraiment, vraiment content parce que ça l'amène, travailler avec Statistique Canada, non seulement avec l'équipe spécifique de standards ou des normes de classification, mais il amène vraiment une bonne expertise, puis c'est ça, une bonne expertise à ce projet-là. Fait qu'on est capable de mettre en œuvre leur expertise. Puis, cette équipe-là, c'est la même équipe qui a aussi joué un grand rôle à définir justement le nouveau manuel de Frascati qui a été sorti en 2015. Alors, on a vraiment des bons experts mondiaux sur ce projet-là aussi. Alors, c'est ça. Fait qu'on est super excités pour ça. Puis l'autre chose aussi que je voulais mentionner, c'est que une des raisons pourquoi on est ici aujourd'hui, c'est parce que les classifications n'ont pas été renouvelées, puis qu'il n'y a vraiment pas de gouvernance autour de classification-là. Fait qu'on est déjà, en partant, on sait qu'il va y avoir une meilleure gouvernance avec cette classification, la nouvelle classification. Puis on va pouvoir faire des révisions à un horaire plus systématique. Puis, éventuellement, une fois qu'on a une bonne base de commentaires, puis pas de commentaires, mais de données, on va peut-être même pouvoir explorer puis là, en français, j'ai aucunement une idée comment on dit ça, mais semantic modeling. Le modèle sémantique. On va pouvoir explorer un modèle sémantique. C'était pas compliqué. Alors, c'est à peu près ça que j'ai pour aujourd'hui. C'était pas vraiment long, mais moi, je vais prendre vos questions. Fait que si vous avez des questions, écrivez dans la petite boîte là, de questions et réponses de QR. Puis, je vais répondre à vos questions. Sinon, vous êtes toujours bienvenus de m'écrire directement à mon adresse. Comme j'ai oublié de dire au début, mais moi, je travaille pour le CRSH. Je suis une analyse de données, mais je suis ici vraiment avec mon chapeau multi-agence. Je représente toutes les agences. Alors, puis, je vois des questions là, qui arrivent. Je vais juste essayer de bouger pour if I want to move. OK. Je vais prendre la première question. Ça serait mis en place quand? Ça, c'est la grosse question tout le temps. C'est sûr que là, la mise en place d'un projet comme ça, moi, qui n'ai pas une personne de IT, je me dis que c'est facile, mais là, c'est sûr qu'on travaille avec 5 différentes agences qui ont, dans certains cas, plein de différents systèmes. Alors, l'implémentation de ça, ça va peut-être être différent. On n'a pas encore regardé exactement, mais maintenant qu'on a une classification qu'on peut vraiment qu'on peut savoir qu'est-ce qu'on va mettre en place, on va pouvoir faire ça, mais ça devrait être au courant de l'année prochaine, certainement. La prochaine question, est-ce que la classification est accessible sur le web? Oui. L'idée ici avec la classification, c'est que ça va être une classification qui va être ouverte au grand public, puis qui va avoir aussi le manuel qui va aller avec, qui va être aussi ouvert, qui va être dans un format que tout le monde va pouvoir utiliser. Alors, c'est ça l'idée en arrière. Je vais prendre l'autre question. Combien d'individus constitue l'équipe de travail et d'où vient-il? L'équipe de travail en ce moment est pour supporter ce projet-là, on a établi un comité opérationnel et un groupe de travail
puis un groupe de communication qui sont toutes interagences. Alors, en tout, là, il y a une bonne, quand même pas mal de personnes qui travaillent dessus. Il y en a moins intensément que d'autres, mais on voulait s'assurer que toutes les agences étaient présentes. Alors, il y a du monde, il y a à peu près 3-4 personnes, je dirais 3-4 personnes de chaque agence qui sont vraiment sur le groupe de travail, qui travaillent plus intensément. L'autre question, quelles sont les principales étapes, jalons ou milestones? Bien, comme je vous ai dit, on planifie faire une série de consultations pour faire des révisions. Fait que la première consultation qu'on a faite, c'était avec l'Australie et la Nouvelle-Zélande, vu que les autres, il y avait déjà ce système-là en place depuis 10 ans. Ils pourraient nous dire des choses. Puis, ils avaient planifié de faire une classification, une révision, mais ils ne feront pas à cause qu'il n'y a pas assez de fonds ou de ressources pour faire leur révision. Mais ils ont été capables de partager où les places qui auraient besoin à se faire réviser. Puis après ça, fait qu'on a fait ça, c'est la première consultation. Après ça, on a fait une consultation à l'interne parce que si on veut que la classification aide avec le jumelage des réviseurs avec les applications, on veut s'assurer que ça rencontre ces besoins-là. Mais en même temps, on veut aussi que ça rencontre les besoins pour rapporter. Alors, on a fait une mini-consultation ici. Puis après, de là, on va voir, on a identifié certains champs qui vont avoir besoin d'être plus révisés. Fait que, par exemple, la computer science, la science des ordinateurs, j'imagine en français. Je m'excuse, j'ai pas appris les termes en français, mais on les a toutes faites en français aussi. Bien, il y a eu beaucoup d'évolutions dans les 10 dernières années. Alors, on sait que celle-là, elle va se faire réviser plus sérieusement que les autres. Fait que là, on est en train d'identifier les experts qui vont nous aider à juste valider qu'on a bien les bons domaines de recherche et qu'on n'a pas manqué des domaines de recherche émergents qui devraient peut-être être là. Puis, à l'automne, on planifie faire une consultation au grand public. Alors, ça, c'est à peu près les grosses étapes, les milestones du projet. Puis, une fois qu'on va avoir fini la dernière consultation, là, on va tout mettre ensemble. Puis, moi, je pense qu'en 2019, on aurait une nouvelle classification à publier, mais je ne suis pas certaine encore. Là, je peux pas parler sur comment elle va être implémentée dans nos systèmes, à quel moment encore. On n'a pas fait cette analyse-là encore, mais on est en train de la commencer. Mais l'expectation est que ça va être dans nos systèmes. Alors, je vais prendre la prochaine question. Pourquoi ne pas utiliser des vocabulaires contrôlés déjà existants, par exemple le répertoire vedette matière utilisé comme la standard par bac et qui fait le lien avec les vocabulaires contrôlés LC? On a regardé plein de répertoires puis plein de classifications déjà établies. Puis ça nous a été fortement pour les besoins qu'on avait d'utiliser, de se mettre en harmonie avec des standards internationaux. C'est ça. Mais après, une fois que ça va être établi, on peut faire plein de mapping avec d'autres classifications qui existent déjà. Fait que je pense pas que c'est... Puis l'idée, c'est que elle va se faire réviser plus souvent. Fait que s'il y a des choses qui est peut-être plus pertinent, moins pertinent, ça va ressortir assez rapidement. La prochaine question. J'imagine que la classification sera dans les 2 langues. Est-ce qu'il y aura des correspondances entre un terme français et son correspondant anglais? Oui, comme j'ai dit, j'ai insinué un petit peu. La classification, je l'ai faite, on est en train de la faire en anglais et on l'a fait traduire, puis on va la faire aussi valider par la communauté francophone pour être sûr qu'on utilise les bons termes qui sont acceptés, parce que l'acceptation de la classification est aussi importante en anglais qu'en français, à mon avis. Alors, on travaille fort là-dessus aussi pour justement, puis on va aller voir aussi des experts qui vont nous aider à justement prendre les bons termes en français, parce que moi, je ne pourrais pas... Même nos traducteurs, des fois, ils ne savent pas comment on traduit certains termes. Fait qu'on va aller voir les chercheurs exactement pour leur demander aussi.
La prochaine question. La classification sera aussi utilisée au niveau des provinces, par exemple, par les organismes subventionnaires de la recherche du Québec. C'est sûr que ça ne sera pas une classification qui va être mandatée d'utiliser par tout le monde, mais peut-être qu'ils vont trouver que ça va faire du sens. Puis on est en discussion avec comme la FRQ en ce moment, qui avait été impliquée au début dans ce projet-là. Fait que c'est sûr que c'est peut-être quelque chose qu'ils vont trouver qui va faire du sens pour l'adopter, vu que les subventions, les organismes fédéraux, ils vont prendre ça. On est aussi en discussion avec Innovate Alberta, puis le même genre d'organisme pour l'Ontario que je ne me rappelle plus de son nom en ce moment. Mais c'est ça, fait que ça sera. Puis on était aussi en discussion avec des universités. Il y a certaines universités déjà qui nous ont approchés pour nous dire que ça serait le genre de classification qu'ils aimeraient mettre dans leur système. Alors, la prochaine question. Est-ce que l'ANZURC est adopté officiellement par les organismes que vous avez nommés, sous condition de révision, ou est-ce que cette adoption est aussi soumise à consultation? L'idée, c'est que oui, on travaille ensemble en ce moment, pas pour juste pour le plaisir, on travaille ensemble pour pouvoir mettre ça. C'est sûr que si moi, je livre une classification qui est pas assez bonne, bien, ces organismes-là, ils vont pas l'adopter. Fait que tout dépend de la qualité de la classification à la fin. Puis, tout dépend aussi des systèmes qu'ils ont, quand est-ce qu'elles veulent se faire mettre en œuvre dans chaque agence. Ça va être un peu différent. Ça pourrait être différent pour chaque agence. La prochaine question. Sous quelle forme sera disponible la question? Par exemple, le MESH est sous un X. Des conversations que j'ai eues récemment, là, on va la mettre dans le format qui fait plaisir à tout le monde. Ça va être sur un site là, que tout le monde va avoir accès. Puis, on va la mettre dans un format. Fait que si vous me dites, nous, on aimerait ça l'avoir dans un format tel ou tel, en Excel, en PDF, en n'importe quoi, en XML, dites-nous-le, puis on va le mettre pour que ça soit, le but, c'est que ça soit utile à nous, mais à tout le monde aussi, si vous voulez faire votre propre recherche avec cette classification-là ou faire du mapping ou n'importe quoi. La prochaine question, est-ce que la classification sera disponible via un Sparkle endpoint, par exemple, comme celui du ME, du NAH? Encore là, comme je ne sais pas si ça répond à la même question, mais le but ici, c'est qu'elle soit disponible. Fait qu'on va s'assurer qu'elle soit disponible au monde pour qu'ils puissent, s'ils veulent la mettre dans leur système ou s'ils veulent faire de l'analyse avec ou différentes choses, bien, ils vont pouvoir avoir accès. La prochaine question, est-ce que le ANZURC est adapté officiellement par les 3 conseils? OK, ça, je l'ai déjà répondu. OK, la prochaine question. Est-ce que cette classification sera hiérarchique? Oui. Alors, la classification des domaines de recherche et des objectifs socio-économiques, elle va être hiérarchique. Comme j'ai mentionné, elle va avoir 3 niveaux qui va partir d'à peu près d'une douzaine dans un cas jusqu'à 900. Fait que ça va vraiment aller très granulaire. Ça se pourrait que le dernier niveau de granularité ne soit pas nécessaire pour certains besoins, tandis que pour d'autres, bien, c'est le plus haut niveau qui est plus nécessaire. Fait que oui, il nous faut le niveau de granularité pour faire le jumelage avec les pairs à un niveau là, plus granulaire, tandis que pour la façon de rapporter, ça va être sûrement moins granulaire. Alors, la prochaine question. Pourquoi est-ce que le résultat serait peut-être différent pour chaque agence, puisque le but est... je dis le résultat dans le sens de la mise en œuvre. Vu que là, on travaille avec tous des différents systèmes, il y aurait peut-être des obligations que les systèmes ne pourront pas la mettre en œuvre en même temps. Mais l'idée, c'est que ça va être là éventuellement, mais là, on est en train de faire l'analyse justement pour comment on va mettre ça en œuvre dans les 5 agences qui ont toutes des différents systèmes qui pourraient peut-être avoir des contraintes différentes dans chaque cas. Mais non, la classification devrait être la même dans chaque agence. C'est ça l'idée.
Alors, ça, c'était la dernière question. Fait que j'espère que j'ai tout répondu à vos questions. Sinon, s'il vous plaît, sentez-vous très à l'aise de m'écrire un courriel. J'ai laissé mon courriel dans la présentation. Puis, c'est ça. Alors, puis vous pouvez puis je vais vous répondre du mieux que je peux. Ça m'a fait plaisir de vous parler de ce projet-là. Puis, comme j'ai dit, si ça vous intéresse plus, soyez à l'affût des consultations qui vont venir à l'automne. Alors, merci beaucoup et je redonne la parole à mon collègue. Bon, bravo, Ariane, pour cette belle présentation. Donc, merci d'avoir assisté à ce webinaire et je dis à tout le monde bonjour. Bon après-midi.